phéochromocytome. Merci Pierre-François, merci Bertrand, merci à la commission scientifique de la SC1Lef de m'avoir invité pour cette présentation sur le phéochromocytome. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord ma plaque de conflit d'intérêt, vous voyez il n'y a aucun conflit d'intérêt en lien avec le phéochromocytome directement, puisque je fais principalement de la ventilation mécanique. Le phéochromocytome, c'est une tumeur neuroendocrine qui est relativement rare, probablement sous-diagnostiquée. Pour la France, c'est 100 à 300 cas environ par an. Par contre, les formes graves représentent elles aussi une portion très faible de ces tumeurs neuroendocrines, mais représentent 10%, et une mortalité qui est quand même très élevée, puisque elle varie entre 15 et 26% de mortalité pour les phéochromocytomes les plus graves. C'est une tumeur productrice de catécholamine qui peut se développer au niveau de la médulo-surrénale, ou à partir de cellules chromatines extra-surrénaliennes. 0,1% des patients ont une hypertension artérielle qui fait découvrir ce phéochromocytome dans la population générale. Le plus souvent, c'est quelque chose de sporadique, c'est parfois héréditaire, et vous voyez que les signes cliniques et évocateurs de phéochromocytome sont très variés, sont très différents, avec des proportions qui varient de façon importante, qui vont de la simple palpitation aux nausées, à la perte de poids, et donc des difficultés parfois à faire le diagnostic. Il y a quelque chose d'important, c'est que en fait, avec l'arrivée de l'imagerie et des scanners de plus en plus fréquents chez des patients pour des pathologies même autres on trouvait ces phéochromocytomes ces tumeurs de façon accidentelle, et vous voyez que la découverte accidentelle représente quand même 30% des diagnostics de phéochromocytomes sur cette cohorte de 200 patients en Allemagne. La forme grave de phéochromocytome, c'est une défaillance multiviscérale inaugurale, et on le reverra après, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez être confronté sur des chocs cardiogéniques graves ou sur des défaillances respiratoires importantes à évoquer ce diagnostic de phéochromocytome. Le diagnostic se fait principalement par des dosages urinaires et sanguins de catécholamine urinaire ou sanguine, et vous voyez qu'il y a une sensibilité, une spécificité qui est très variable, mais en tout cas quand on a la possibilité, quand on y pense, il est important de faire ces dosages. On reverra dans l'étude que je vous présenterai, qui est une étude rétrospective multicentrique, en fait on avait souvent ces dosages qui étaient faits. L'imagerie est quelque chose d'important, et l'imagerie au scanner permet souvent de faire le diagnostic de ces phéochromocytomes, et vous voyez sur cette surrénale droite une tumeur neuroendocrine, un vrai phéochromocytome qui prend le contraste, alors que de l'autre côté vous avez la même surrénale qui n'a pas du tout le même aspect, et on imagine très bien l'impact que ça peut avoir. Alors, on a eu l'occasion avec le docteur Bertrand Sauneuf, que je remercie, et qui maintenant travaille à Cherbourg, mais quand on était tous les deux à Caen, de faire cette étude rétrospective, une étude rétrospective sur 16 services de réanimation, avec les critères d'inclusion qui étaient des patients admis pour une complication aiguë de phéochromocytome. Et vous voyez que sur 16 services de réanimation et sur 16 ans d'études, on arrive à sortir 34 patients, ce qui ne fait pas énormément, et ce qui montre bien que l'incidence n'est pas très importante, mais ça survient chez des gens qui sont jeunes, voire très jeunes, puisque l'âge médian est de 46 ans,
Et puis vous voyez que les patients arrivent avec assez peu de comorbidité. Les indices de comorbidité de Charlson sont plutôt autour de 0 ou 1, et les signes cliniques préexistants, vous voyez qu'il y a des signes cliniques qui sont très variables, et comme dans le reste de la littérature, on a une grande variabilité des signes cliniques, et qui sont des fois très différents les uns des autres. Ceux qui les amènent en réanimation, c'est principalement des œdèmes pulmonaires ou des hypertensions artérielles malignes, des états de choc, des défaillances rénales, parfois des arrêts cardiaques également. Et puis dans 1% des cas, là, ce qui représente une très faible proportion, une convulsion. Vous voyez que c'est des malades qui sont d'emblée assez graves, avec un SAPS2 à 50, un SOFA à 8, et qui vont présenter en fait une hypokinésie globale sur l'échographie cardiaque quand elle est réalisée, et puis des aspects de Takotsubo pour 4 d'entre eux, ou de Takotsubo inversé pour l'autre partie, et qui sont des aspects assez évocateurs dans ces chocs cardiogéniques. L'imagerie avait été réalisée pour 33 des malades et a permis en fait de faire le diagnostic assez rapidement, et le dosage des métabolites, quand il a été fait, était systématiquement élevé. On a dans cette étude en fait comparé les malades qui avaient été mis sous assistance circulatoire par ECMO artério-veineuse au décours de l'état de choc, aux patients qui n'avaient pas été mis sous ECMO. Donc vous voyez que sur les 34 patients, il y a 14 patients qui ont été mis sous ECMO. Les raisons de la mise sous ECMO, c'est de la fibrillation ventriculaire récurrente, un arrêt cardiaque réfractaire qui ne répondait pas aux manœuvres de ressuscitation habituelles, et puis un état de choc cardiogénique dans la majorité des cas. Et vous voyez que les indices d'index cardiaque avant la mise sous assistance sont assez bas, 1,5 par minute et par mètre carré, ce qui est rien du tout, des pressions artérielles qui sont très basses, des doses de catécholamine qui sont très élevées, et donc ça justifiait en effet la mise sous ECMO sans aucune discussion. 5 complications, une fatale et un AVC hémorragique. En fait, la complication fatale a été l'AVC hémorragique. Dans l'ensemble de la population, en fait, on a 9 décès dans cette cohorte, 3 sous ECMO, et la chirurgie, en fait, qui est le traitement qui permet de résoudre totalement les choses, ont été réalisées, vous voyez, en médiane à J18, mais pour 27 des patients, mais pour 5 d'entre eux dans la première semaine. Et il y a un des patients pour lequel la chirurgie a été réalisée sous ECMO. Ce qui montre qu'il faut savoir l'évoquer. Il n'y avait pas de différence entre ceux qui étaient, les différences significatives entre ceux qui étaient en vie à 90 jours étaient ceux qui avaient été plus ventilés, ceux qui avaient eu besoin du support par épuration extra-rénale, et le taux de drogue vasopressive qui, bien sûr, était corrélé à la mortalité. Quand on regarde les patients sous ECMO versus les patients sans ECMO, on s'aperçoit qu'il y a une différence qui est minime sur l'âge. On voit que les patients mis sous ECMO sont plus graves que les autres, on s'y attendait. Ils ont une dysfonction cardiaque gauche qui est plus importante, et ils ont des drogues vasoactives qui sont plus importantes de façon significative, et ça c'est relativement intéressant, il faut y penser. Juste avant qu'on rapporte cette série de 34 patients, l'équipe de la Pitié-Salpêtrière rapportait, elle également, 9 cas de patients mis sous ECMO, et on a profité pour faire une revue de la littérature, et vous voyez que sur leurs patients mis sous ECMO, c'est pareil, on a des patients qui sont relativement jeunes, avec, quand on a les signes cliniques, des signes cliniques qui sont assez peu spécifiques de quoi que ce soit. Un Takotsubo qu'on peut voir ici. Ils ont tous été mis sous ECMO véno-artériel. Ils ont également, ils ont un taux de décès là qui est relativement important, puisque sur les 9 cas rapportés, il y a 3 décès. Les malades avaient très peu d'antécédents, et vous voyez de la même façon
vraiment, ces malades justifiaient la mise sous ECMO. Ils avaient des fractions d'éjection qui ne dépassaient pas les 30%, avec des durées d'ECMO qui étaient variables. Alors on peut être étonné de la durée là d'un jour. Probablement que c'est quelqu'un qui est décédé assez rapidement. Et le diagnostic était fait, encore une fois, dans cette étude sur le scanner abdominal et plus ou moins l'échographie abdominale. Les malades ont été, dans leur cas, rapidement mis sous alpha-bloquant, introduit après la stabilisation hémodynamique, qui est le traitement en fait, de stabilisation avant la chirurgie. Mais vous voyez que le diagnostic, encore une fois, la place de l'imagerie dans le diagnostic du phéochromocytome, dans ces chocs cardiogéniques qu'on n'explique pas par une cause cardiologique habituelle ou une myocardite, ou eh bien, elle se justifie de façon importante. Ils ont profité pour faire une revue de la littérature. Vous voyez que globalement, sur l'ensemble des publications mondiales, en fait, de 2000 à 2016, on retrouve 40 cas publiés, avec une présentation qui sont surtout des chocs cardiogéniques, une assistance circulatoire la plupart du temps, et une mortalité qui, là, était relativement faible, 3 décès sur les 40. Alors bien sûr, c'est des case reports. Donc souvent, on rapporte les cas qui ont survécu et on ne rapporte pas forcément les cas qui sont morts. Et 7 patients sur l'ensemble de la population avaient été opérés sous ECMO, ce qui montre bien que en fait, c'est faisable également et qu'il faut savoir l'évoquer et y penser. Le mécanisme de la cardiomyopathie induite par le phéochromocytome et les mécanismes physiopathologiques sont multiples. C'est probablement médié par les catécholamines, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des microspasmes vasculaires. Quand on fait des biopsies, il y a aussi des lésions de la structure endomyocardique. Et donc et de la nécrose, donc la physiopathologie est elle variable. En conclusion, c'est une pathologie rare, mais qui est une pathologie qui est sévère, qui survient chez une population jeune, donc qui nécessite qu'on sache évoquer ce diagnostic, d'autant plus qu'il est difficile, la clinique n'est pas spécifique. Il faut avoir en tête le fait qu'on peut interpréter, on peut faire des dosages biologiques et il est important de faire ces dosages biologiques probablement dès qu'on évoque ce diagnostic. Et en fait, nous on l'a vu même chez les malades mis sous ECMO, en fait on avait des résultats qui montraient que le taux de catécholamine urinaire et plasmatique était élevé quand ils étaient faits. Il y a une vraie place à l'imagerie avec le scanner, plus ou moins l'échographie abdominale quand on ne peut vraiment pas déplacer le patient, mais l'imagerie, en tout cas pour ce qui est de la tumeur surrénalienne à proprement parler, est extrêmement important. Après, quand c'est des localisations extra-surrénaliennes, c'est plus difficile, mais en tout cas, là, nous, ça nous a permis de faire le diagnostic sur les 33 des 34 malades, hein, donc ce qui est important. Une mortalité qui reste élevée, puisque vous voyez qu'ils ont quand même, on a quand même un certain nombre de décès, et c'est des patients jeunes, mais qui sont graves d'emblée. La suppléance rénale et la ventilation invasive sont associées à la mortalité. On n'est pas très étonné, plus les patients ont des critères de gravité, plus ils ont de risques de mourir. Et je pense qu'il faut avoir en tête de se poser la question d'une assistance circulatoire précoce, parce que généralement c'est des cardiomyopathies qui récupèrent, et on a bien vu que les malades qui ont été mis sous ECMO étaient des malades qui avaient des défaillances cardiaques importantes et qui nécessitaient la mise sous ECMO, et qui ont tous récupéré de leur fonction cardio-circulatoire ad integrum. Et donc voilà, donc il faut pas sous-estimer ces éléments-là. Et puis il faut probablement préparer après, dans un deuxième temps, quand on a passé cet orage catécholaminergique, préparer, voire accompagner la chirurgie qui est le traitement complet de ces tumeurs surrénaliennes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.